Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une belle pause et que ces échanges stimulants se poursuivront tout au long de l'après-midi aussi. Nous allons maintenant reprendre nos activités. Je vous invite donc à regagner vos sièges afin que nous puissions poursuivre le programme du Congrès scientifique du CRESP 2025. Pour débuter cette portion de la journée, j'ai le plaisir d'accueillir les membres de l'infrastructure du CRESP. J'invite donc à me rejoindre à l'avant Sarah Medioni, agent de coordination de la cellule de soutien méthodologique, Patricia Dias da Silva, courtier de connaissances, et Danielle Filion, coordinatrice du Carrefour des Savoirs. Merci à chacune d'elles pour leur présence et leur contribution. Sarah, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci d'être là. Et puis moi, je suis très contente aujourd'hui d'être ici. C'est la première fois que je suis au congrès du CRESP, mais pas juste comme étudiante. Je suis aussi membre maintenant du CRESP, de cette belle équipe. Et puis j'ai eu très récemment donc le mandat d'implémenter cette nouvelle plateforme qui est la cellule de soutien méthodologique, dont je vais vous parler un peu en bref là en aperçu. C'est donc, comme je dis, une nouvelle plateforme du Centre de recherche en santé publique et qui a été créée dans le but de renforcer les capacités de recherche de nos équipes de recherche, que ce soit les professeurs-chercheurs, les membres de l'équipe, de la communauté étudiante et le personnel de recherche. Et les travaux ou les activités de cette cellule vont se déployer progressivement au cours de l'année universitaire 2025-2026, et puis vont s'articuler autour de 3 axes. Donc, un axe de soutien qui est vraiment un service pour aider les équipes de recherche, les accompagner dans leurs projets en cours ou les projets qu'ils sont en train d'élaborer, de développer, puis pour identifier les meilleures pratiques, apporter un peu un appui autant scientifique, technique que autant méthodologique, technique, vraiment pour l'utilisation d'approches et d'outils. Le deuxième axe, c'est l'offre de formation qui est destinée vraiment pour améliorer ou renforcer les capacités de recherche en plusieurs méthodologies, que ce soit quantitatives, qualitatives ou mixtes. Puis on a vu dès ce matin avec les présentations qu'on a vraiment des thématiques très diversifiées, puis des approches très diversifiées déployées au sein de nos équipes de recherche. Le troisième axe, c'est un volet de courtage d'expertise méthodologique. Donc c'est toujours l'emphase sur la méthodologie, mais on voudrait vraiment mettre l'emphase sur la facilitation ou la mise en relation des membres et puis des expertises diversifiées qu'on a autour dans l'écosystème du CRESP et aussi à l'externe avec nos partenaires. Donc ici je voulais juste vous faire un petit aperçu, puis on distribue aussi des fiches au kiosque du CRESP à côté si vous voulez venir me voir. Je serai là à droite à gauche aujourd'hui parce que je gère Zoom aussi, mais on a déjà commencé à mettre sur notre site web quelques ressources, donc c'est bien évidemment en cours de révision, mais vous pouvez consulter via le code QR aussi. Donc pour l'instant on a mis quelques ressources de services de soutien, mais aussi un calendrier de formation, donc des formations qui sont offertes à l'interne à l'UDM comme à l'externe. Et puis, donc là, je pense que je peux vous montrer un petit aperçu de à quoi ça a l'air pour l'instant. Nos ressources et services de soutien, les événements, webinaires et formations pour la session, ça va être mis à jour à chaque session, puis aussi pendant les sessions au fur et à mesure. Mais aussi en cours, derrière, on est en train aussi de travailler sur le déploiement de l'axe de consultation qui n'est pas pour l'instant actif, entre guillemets. On fait un processus de consultation pour identifier les besoins des différentes équipes puis essayer d'arrimer notre offre avec ces besoins-là. Donc, si vous avez questions, commentaires, suggestions sur tout ça, vous pouvez venir nous voir ou écrire à cette adresse courriel. Merci. Je donne la parole à Patricia. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis la courtière de connaissances au sein du CRESP et mon poste implique plusieurs tâches de soutien, y compris à aider nous, chercheuses et chercheurs, étudiants et étudiantes, à mener des projets de mobilisation de connaissances et de transfert de connaissances. Pour ça, étant donné que c'est une dimension du travail de recherche qui est très importante au sein du CRESP, nous avons annoncé
des nouveaux concours et des nouveaux fonds pour soutenir des initiatives en échange et en mobilisation de connaissances. D'abord, nous avons un fonds de soutien aux activités d'échange de connaissances avec des partenaires non académiques. Donc, ces concours visent des chercheuses et des chercheurs ainsi que les experts et expertes du CRESP en collaboration avec des chercheurs pour mener des activités qui peuvent être de consultation, de discussion d'une problématique pour nourrir un projet ou pour anticiper la préparation d'une demande de subvention. Et vous avez toute l'information sur notre site web dans recherche opportunités de financement au niveau des chercheurs et des chercheuses qui peut présenter une demande, une chercheuse ou un chercheur qui est membre du CRESP ou un membre expert régulier, dès que ça soit en collaboration avec un membre chercheur régulier ou associé. C'est en continu le concours, donc vous pouvez soumettre la demande n'importe quand, mais comprenant qu'on a une limite de fonds, donc c'est un peu premier arrivé, premier desservi dès que le dossier a la qualité pour être accepté. Je suis la personne contact, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire et on peut en discuter. Et une autre nouveauté, c'est un fonds pour les étudiants. Et ça, on est très, très fiers parce que ça répond à un besoin qui a été déclaré par notre communauté étudiante où vous disiez qu'un prix en transfert de connaissances est bel et bien, mais parfois, on a besoin des fonds pour faire le projet. Donc, c'est difficile à faire un projet qui mérite un prix si on n'a pas de l'accès aux fonds. Donc, à partir de cette année, on a un premier concours dont la date limite de dépôt de dossier, c'est le 13 novembre. Pour ici, on a un concours avec une date fixe. On va soutenir 2 projets. Ces projets avec une valeur maximale par demande de $2 000 et ça peut être soit des produits de transfert de connaissances, production d'infographies, production de vidéos balado ou des activités qui visent un public non académique. Ces concours-là n'est pas cumulatif avec le programme de commandite du CRESP parce que là, c'est plutôt des activités scientifiques qui soutiennent aussi des activités des étudiants. Donc, c'est des fonds séparés qui ne peuvent pas être mis ensemble. Encore une fois, je suis la personne contact. Si vous avez des questions, venez me voir. Il me fera plaisir de vous en parler. Et j'espère que vous l'utilisez, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que ça marche bien, ce truc? C'est le vert. OK. Je me présente. Oups. Je me présente. Je m'appelle Danielle Filion. Je suis la coordonnatrice du Carrefour des savoirs pour la relève en santé et services sociaux. Qu'est-ce que ça fait, le Carrefour des savoirs? C'est un projet qui a été mis en place pour les étudiants de 5 centres de recherche, dont ici le CRESP. Qui sont des étudiants ici dans la salle? Levez votre main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 7, c'est super. L'initiative a été faite pour vous. C'est un service d'accompagnement vers la carrière. Donc, on pense à ça, nous, l'après-doctorat, l'après-passage au CRESP et à l'université. Je vous disais qu'on était 5 centres de recherche ensemble pour travailler avec les étudiants pour leur carrière. Les autres centres de recherche sont le CRIR, peut-être qu'il y en a que vous connaissez, le CRIGES, le CRIUGM et Sherpa. Donc, on se rencontre à 5 centres de recherche plusieurs fois par année pour faire le point sur les besoins des étudiants en lien avec la carrière et l'emploi. Sur notre comité de suivi de gestion, il y a des étudiantes aussi, dont une du CRESP, puis une du CRIR. Donc, vous contribuez, le CRESP, beaucoup à la vitalité du Carrefour. Même si c'est une petite initiative récente, il y a beaucoup de choses qui se font, puis on vous invite à aller voir notre site Web. On est financé par le Fonds de recherche du Québec. Eux autres aussi s'intéressent à l'avenir des étudiants en recherche. Donc, c'est 100% de notre financement, presque, qui vise à travailler avec vous vers beaucoup de choses, dont les stages tremplins
Vous avez peut-être déjà entendu parler des stages tremplins et des bourses tremplins, parce que ce sont des stages qui sont rémunérés. Je vais vous en parler dans une seconde. Qu'est-ce que ça fait? Je vous l'ai un peu dit. Le Carrefour des savoirs vise le développement professionnel des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs. Donc, développement professionnel, développement de carrière, bon job. C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu préoccupés ou inquiets de leur avenir professionnel une fois que les études sont terminées. Nos études en développement de carrière montrent que 94% des étudiants sont inquiets, donc peut-être que ça touche certains d'entre vous. C'est un gros pourcentage. Le Carrefour des savoirs favorise l'amélioration des perspectives d'emploi des étudiants, quel que soit leur plan de carrière, que ce soit toujours dans le monde académique ou hors académique. Donc, tout le monde bénéficie de conseils, de soutien, d'exercices, de pratiques dans le grand monde du développement de carrière. Ça répond aux besoins du marché du travail en évolution constante. Je n'ai pas besoin de vous en parler tant que ça. Ça évolue puis ça va vite. Donc, on dit que maintenant, on regarde qu'est-ce que c'est les possibilités de carrière en 2025. Dans 10 ans, il y a beaucoup de professions qui n'existeront plus, puis il y en a beaucoup de nouvelles qu'on ne connaît pas encore qui vont exister. Donc, il faut être à l'affût. C'est finalement, une des tâches du Carrefour des savoirs, c'est de rester à l'affût de ça. Donc, pour que vous sachiez, on est spécialement dédié aux étudiants de cycle supérieur en santé et services sociaux, membres des 5 centres de recherche que vous avez vus, là, dont le CRESP. Fait qu'on est habitué à des étudiants comme vous. On n'est pas généraliste, on est spécialisé, on est niché. Fait que je voulais vous en parler. Des activités qui s'en viennent, je veux que vous fassiez attention. On a mis nos principales activités qui s'en viennent bientôt, mais il y en a d'autres. Notre site web est très généreux là, sur tout ce qu'on fait, puis il est à jour. On a un parcours, on a mis en place l'an dernier un parcours de 4 modules qui s'appelle le parcours Savoir devenir. Donc, c'est 4 modules, 4 ateliers de 2 heures chacun en ligne. Le prochain, c'est la semaine prochaine. Le premier et le prochain, c'est la semaine prochaine, le 23 octobre, de midi à 2 heures. On vous invite à aller voir le site, aller voir de quoi ça parle. Comme d'habitude, là, dans la méthode dynamique de recherche d'emploi, la première étape, c'est se connaître soi-même. Donc, cet atelier, j'ai du détail ici, là. C'est se connaître, le module 1, bâtir un projet professionnel aligné. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Mes intérêts, mes valeurs, mes compétences, où sont-elles? Comment je me dirige vers le marché de l'emploi? Puis, il y en a 3 autres, dont à la fin, comment on se prépare à une entrevue d'emploi. C'est très pratico-pratique. Je vous dis tout de suite que c'est ma collègue de travail, Lamia Lamoudi, qui est conseillère en développement de carrière, qui anime ça. Elle est impeccable. Ça fait 15 ans qu'elle fait ce genre de choses-là. Là. Savoir comment se préparer à une entrevue, savoir comment faire un CV, un portfolio, une lettre de motivation, c'est sa tasse de thé. Donc, on a aussi les Beaux Midis, qui sont des ateliers qu'on annonce sur nos médias sociaux, sur l'infolette, sur notre site web, qui vont toucher des aspects du développement de carrière. Le prochain est le 6 novembre, puis ça porte sur LinkedIn. Votre profil LinkedIn est-il à la hauteur? Grande question. On sait qu'il n'y a pas tout le temps, parce que notre spécialiste qui va le donner, Hélène Pelletier, a fait un peu le tour des profils LinkedIn des étudiants des cycles supérieurs, puis elle a des bons conseils pour vous. Je vous invite à vous inscrire. Tout est gratuit. Coaching de carrière, une approche assez innovante au niveau des cycles supérieurs. Vous pourriez être intéressé à avoir des séances de coaching de carrière qui sont données aussi par Lamia, qui est spécialiste dans ce domaine-là, pour aller voir du détail sur qu'est-ce que ça veut dire du coaching de carrière. C'est écrit sur le site, puis on offre 2 séances d'1 heure qui sont gratuites pour les étudiants des cycles supérieurs. Et les stages tremplins, j'en ai parlé tantôt, c'est une occasion en or de plonger dans le milieu du travail, de faire un stage pour développer, entre autres, des compétences transversales, mais aussi pour avoir une première expérience de travail, aussi pour améliorer un petit peu la qualité de son réseau professionnel. Bref, il y a un paquet d'avantages à ça. Il y a 3 fois par année où on peut déposer sa demande. Allez voir, c'est le FRQ qui organise tout ça. Nous, on est une courroie de transmission là-dedans. Donc, s'en vient en juin un autre symposium aussi sur le développement de carrière adressé à vous, les étudiants des cycles supérieurs. Donc, tout ça pour dire, ne vous gênez pas. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Lamia et moi, on vous répond maximum le lendemain, mais souvent le jour même. Le site web, ça nous fait plaisir. Il est à jour depuis à peu près 3 semaines. Donc, on invite tout le monde à aller faire un tour. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Facebook.
Vous pouvez aller voir notre site aussi avec le code QR qui est là. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. On apprécie beaucoup, beaucoup. Quand vous nous faites signe, le contact avec les étudiants, il ne faut surtout pas se gêner. Fait que je vous souhaite un bon congrès. Merci. Merci beaucoup à nos présentatrices. Je vous invite toutes et tous à poursuivre la discussion avec elles lors de la pause café près des kiosques. Nous allons maintenant accueillir notre prochain conférencier. J'ai le plaisir d'inviter à l'avant Jean-Sébastien Fallu, chercheur du CRESP et professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. La parole est à vous, professeur. Juste pour baisser les attentes, je ne donnerai pas de conférence. Je vais modérer le prochain bloc, intitulé « Substances psychoactives, prévention et approche de réduction des méfaits ». J'ai d'ailleurs mis mon chandail de circonstances, DULF, Drug User Liberation Front. Vous irez voir ce que c'est. Donc, j'invite à l'avant l'ensemble des présentatrices. Antoine Bertrand Deschênes, Mélodie Talbot, Nelson Arruda, Roxane Bouchard, Timonton Gerber, Andréane Parent et Ahmed Thiam. À vous asseoir, c'est bien ce que je dois faire, qu'on m'a dit. Oups. Alors, les présentations vont être de 10 minutes. J'ai la tâche de contrôler le temps. Bonjour tout le monde. Donc, des présentations debout. La première présentation va être celle d'Antoine Bertrand Deschênes, qui est ici à ma gauche et doctorant à la FAS. Et Mélodie Talbot, ou Talbot, est-ce qu'on dit Talbot ou Talbot? Talbot, Mélodie Talbot de l'ACPSUD, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, organisatrices communautaires et travailleuses à cet endroit. Donc, à vous, on m'a dit qu'il faut que vous présentiez debout. Ouais. Ici, avec un clicker. Merci. Bonjour. OK. Voilà. OK. Yes. Bonjour tout le monde. Ah, ben oui, c'est le but du micro, oui. Bonjour tout le monde, comment ça va? Pas obligé de répondre à ça, c'est pas important, mais... Non, c'est super important, mais excusez, je suis un peu stressé. Merci, Jean-Sébastien. Je le tiendrai pas. OK. Le titre de notre présentation aujourd'hui, de moi puis Mélodie, c'est « La compassion et la reconnaissance pour mieux prévenir les surdoses, croisement de perspectives théoriques, empiriques, cliniques, militantes et expérientielles ». Pour vous mettre en contexte un peu cette présentation-là, on va parler de prévention des surdoses, de prévention des décès par surdose. Elle va traiter plus spécifiquement de l'expérience des deuils dans le contexte de la crise de surdose et d'autres types de pertes vécues par les personnes utilisatrices de substances. Son contenu s'appuie sur le croisement de nos savoirs que Mélodie et moi on cumule ensemble, donc expérientiel, clinique, professionnel, empirique, de recherche théorique aussi. Donc, pour vous mettre continuer la mise en contexte, comme on va vous le démontrer dans cette présentation-là, dans l'expérience des deuils qui font suite à l'utilisation de substances chez les personnes qui sont vécues, lorsqu'on écoute ces expériences-là, on peut entendre les différents dénis de reconnaissance structurels qui sont à la source d'une exposition plus grande de certaines personnes aux risques qui entourent les surdoses. Un des buts de notre présentation, en fait, c'est de vous amener le fait que l'expérience des deuils dans le contexte de la crise de surdose n'est ainsi pas juste qu'une conséquence de la crise, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de deuils si jamais on préviendrait mieux les surdoses, mais aussi de vous amener ça comme une expérience en soi qui est centrale à la prévention elle-même, et donc de mieux reconnaître et comprendre l'expérience des deuils par surdose permettrait aussi de mieux prévenir les surdoses.
Donc, on va vous parler un peu des impacts directs sur l'utilisation de substances psychoactives et l'impact que ça a sur les risques de surdose. L'impact sur les décès, en fait, quand on a des personnes qui vont décéder par surdose, des fois, on pourrait penser que les gens alentour d'eux, qui sont des personnes qui consomment des drogues, vont moins consommer, vont faire attention, vont avoir un peu plus peur, mais malheureusement, quand on vit des deuils, c'est difficile. Les personnes qui consomment, souvent, c'est parce qu'ils ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Donc, si on a un deuil qui est d'une surdose comme ça, donc une mort abrupte, ça peut faire que la personne va consommer davantage, ce qui crée aussi un risque de surdose. Donc, les vécus de deuil, en fait, se conjuguent à d'autres expériences de perte. Des pertes qui s'étendent au-delà de la question du décès chez les personnes qui utilisent des substances. Donc, pour bien comprendre l'expérience des deuils, d'autres types de pertes aussi sont à considérer dans le contexte des crises de surdose. Avec des penseurs de la reconnaissance comme Axel Honneth, qui ont bien démontré que chaque personne est dépendante de la reconnaissance d'autrui pour se construire, notamment pour établir une relation positive à elle-même à travers 3 paliers, soit des relations primaires qui nous permettent d'acquérir la confiance en soi, par la reconnaissance juridique et politique qui nous permettent d'acquérir le respect de soi, et par la reconnaissance sociale qui nous permettent l'estime sociale de soi. Inversement, des dénis de reconnaissance à ces différents niveaux-là génèrent en soi des expériences particulières de perte. Et les effets de ces expériences de perte-là, qui s'étendent au-delà du décès, viennent se conjuguer à l'expérience des deuils par surdose dans le contexte de la crise. Dans le fond, le premier palier, là, on parle de la perte du sentiment de compter socialement, d'être valorisé par l'indifférence, la stigmatisation puis la disqualification. Combien de personnes décèdent au Québec? Dans le fond, il y a à peu près 2 personnes qui décèdent par jour au Québec par surdose. La crise continue depuis 2014. C'est une crise de santé publique, mais malheureusement, à part quelques très petites subventions, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Puis les personnes dans la rue, les personnes qui consomment, les personnes qui sont à risque de mourir, qui voient leurs proches décéder sans action concrète ensuite, que ce soit par la société, par les proches, etc., ils se sentent pas importants, ils sentent que leur vie n'est pas considérée par la société. Je vais vous donner un exemple qui peut arriver souvent. Quelqu'un qui vit un deuil et qui est dans la rue. Vous rentrez dans le métro, il y a quelqu'un qui est en train de capoter. On en voit là, des gens dans le métro, ils vont crier, ils vont... ça file pas. Là. Quand tu vis un deuil, tu viens de savoir que, tu as un 3e ami qui est mort ce mois-ci, puis que... tu vas, si tu cries ou si tu vis des émotions que nous, on a la chance de vivre dans nos appartements, dans un milieu peut-être qu'on a aussi plus de gens alentour de nous, cette personne-là, contrairement à nous, dans le métro, va pouvoir être judiciarisée, donc va être judiciarisée pour son deuil. Donc, là, on va s'appuyer sur le premier palier là, qui parle de stigmatisation puis de judiciariser des personnes pour ne pas avoir de maison, là, finalement. Excusez-moi, je tiens au micro. Un autre type de perte, on va appeler la perte du sentiment d'être respecté et égaux, par le sentiment d'être abandonné politiquement, la perte de droits, le déni de ses droits, l'absence aussi de conditions nécessaires pour déployer une autonomie et participer, accéder aux ressources dans la société. Les personnes qui utilisent des substances, plusieurs d'entre elles, en fait, doivent faire le deuil de la possibilité de participer de manière égale et pleinement sur ce qui les concerne et de leur reconnaître une autonomie morale décisionnelle. C'est de ça aussi que doivent faire le deuil au quotidien plusieurs personnes utilisatrices de substances. Une réelle reconnaissance juridique et politique exigerait en effet de questionner, tout en mettant la voix des personnes utilisatrices de substances au cœur de ces réflexions-là,
les barrières d'accès aux différentes ressources, comment celles en place peuvent ne pas répondre à leurs besoins, questionner la criminalisation et la judiciarisation et l'absence de mesures structurantes comme le Safe Supply, par exemple. Ce sont là tous des éléments qu'on sait liés à la crise et pour les personnes en deuil, ces éléments viennent se conjuguer dans l'expérience de deuil. Par exemple, pour reprendre l'exemple, je t'avais vu. Pour reprendre l'exemple que Mélodie donnait, plusieurs personnes utilisatrices de substances et ou en situation d'itinérance dans l'espace public peuvent être en deuil. Toutefois, dans nos logiques d'intervention, la tendance à vouloir rendre secondaire ou inaudible cette expérience par des logiques d'intervention de gestion de l'espace public qui vont souvent définir pour les personnes elles-mêmes c'est quoi l'urgence de leur situation finalement, mais est révélatrice de leur exclusion sociale aussi et des inégalités. Le troisième palier, on va parler de perte de lien primaire. Donc, il va avoir un impact sur le développement du lien de confiance. Les personnes qui perdent des gens alentour d'eux, tu veux pas, quand on est dans la rue puis on développe des relations avec des personnes, on est en survie, notre famille, des fois, elle est éloignée, ne comprend pas notre situation, ça fonctionne pas, donc ces personnes-là deviennent très proches, très chères. Ces personnes-là, tu survis là, avec ces personnes-là. Mais souvent, malheureusement, dans l'espace de 1, 2, 3 ans, un des deux personnes va décéder, il y a des bonnes chances. Puis cette personne-là va avoir de la difficulté à faire confiance après et vouloir s'impliquer dans des relations. Je voudrais en parler davantage, mais je vais continuer sur le prochain point, qui est les ateliers de deuil à Lac-Sud. Donc, il y a quelques années, j'ai eu la chance de déposer un projet pour faire des ateliers de discussion sur le deuil à Lac-Sud par et pour les personnes qui consomment des drogues. Dans le fond, on rémunère les personnes pour qu'ils viennent parler de leur deuil, prendre soin d'eux, pour qu'il y ait un espace pour se faire. Puis de là, on refait les liens de confiance avec les organisations communautaires parce que souvent, on va aller chercher des personnes qui sont super marginalisées, qui vont avoir une brisure avec les organismes. Donc voilà, puis on a aussi fait des guides sur le deuil cette année. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir m'en parler ou aller sur notre site web acsud.org. Bien, en terminant, on a quand même sauté, il y avait aussi la Journée internationale de la QPSA et ses alliés qui est organisée à chaque année, mais avec des pistes d'action, notamment l'augmentation, stabilisation des financements pour garantir la stabilité de ce type de ressources-là où les gens vont pouvoir traiter leur deuil, parler de leur deuil, en prendre soin, mais aussi acquérir des formes de reconnaissance essentielles pour leur empowerment qui s'étendent au-delà des décès. Et éviter aussi que ces ressources-là cessent du jour au lendemain et recréer la retraumatisation des personnes notamment, et des colères et un sentiment d'abandon qui va se recréer aussi. Si je peux me permettre, là, de voir des femmes, des hommes entre 40 puis 60 ans qui disent, je suis tannée que les projets coupent parce que je me sens abandonnée. Moi, j'étais impliquée dans ce projet-là. Ça veut dire que encore une fois, la personne est mise de côté. C'est pour ça que c'est important, à la place de demander tout le temps des nouveaux projets, de continuer ceux qui sont déjà là. Ouais, OK. Oui, OK, merci. Je vais vraiment regarder le oui. Prochaine présentation, donc, Nelson Arruda, APPR DRSP. Donc, merci aux organisateurs de m'inclure au sein de cette séance intéressante. Le titre de ma présentation, donc, Nouvelles pratiques de consommation et ses implications pour l'intervention, donc les résultats du projet suprarégional d'analyse de drogue dans l'urine des personnes qui consomment au Québec. Là, il y a le titre encore, puis donc j'ai travaillé cette présentation. Ah, il y a un cliqueux, hein, c'est ça. Oui, excuse-moi.
marche comment c'était cliqué là? Dans le milieu. Oh, non. Bon, faites ça avec Pascal. Je vais vous parler un peu au début de c'est quoi le PSADUC, donc le projet suprarégional d'analyse de drogue dans l'urine des personnes qui consomment au Québec. C'est un projet qui est coporté par donc l'Institut national de santé publique puis la Direction régionale de santé publique de Montréal. Puis ça inclut toutes les régions que vous voyez là, donc ceux qui participent à la collecte de données. Les objectifs, on va commencer par vous présenter donc les objectifs généraux du projet qui est de documenter le contenu des drogues consommées au Québec puis savoir si leur contenu correspond à ce que les personnes pensent avoir consommé à l'aide d'une analyse d'urine. Puis aussi, on documente aussi tout ce qui est habitude de consommation, expérience de surdose, utilisation des services en réduction des méfaits chez les personnes qui consomment au Québec. Pour cette présentation-ci, donc j'ai décidé de me concentrer à vous présenter ce qui semble être une nouvelle pratique émergente de consommation parmi les personnes qui utilisent des substances à Montréal et réfléchir à ses implications pour l'intervention. Vite fait, le recrutement du PSADUC, c'est un projet qui se déroule annuellement depuis 2021, sous cette forme-là suprarégionale. Donc, on fait toujours le recrutement environ à la fin de l'été, à ces dates-là, bien évidemment avec des personnes de 18 ans et plus qui ont consommé dans les trois derniers jours parce que l'analyse d'urine va c'est à peu près la moyenne qu'on peut détecter la majorité donc des substances. Il faut que la personne accepte de fournir un échantillon d'urine. Donc, formulaire de consentement, répondre à un questionnaire, ils fournissent un échantillon d'urine. C'est une participation entièrement anonyme, puis il y a une compensation financière aux participants. Ceci étant dit, c'est une étude transversale. Donc, avec un échantillon de convenance, donc ça a quand même ses limites. Vous allez voir, je fais des fois des comparaisons d'année en année, juste pour vous dire, c'est pas l'objectif du projet d'avoir des statistiques, comment je pourrais dire ça, d'avoir des trucs qui sont significatifs. C'est juste pour nourrir nos réflexions, pour les interventions, pour souvent trianguler avec d'autres sources de données qu'on a, autant des données ethnographiques et puis des données qui proviennent de nos partenaires des organismes. Pour Montréal, donc, en 2024, on a recruté 237 personnes dans 8 organismes communautaires différents. Donc, on est dans des organismes qui sont voués à la prévention hépatite C, VIH et prévention des surdoses. Donc, on essaie de couvrir à peu près un territoire, autant au nord, on a Rap Jeunesse, au sud, on a Cactus, SPEC, à l'ouest, on a TRAC, Maison Labre, Dopamine à l'est. Donc, on essaie d'avoir un portrait quand même assez géographiquement mettons, représentatif. Donc, il y avait 237 personnes. Au niveau suprarégional, on s'en fout, là, on ne présentera pas les données suprarégionales, mais c'est 1162, juste pour vous donner une idée. Quelques données socio-démo. Rien d'impressionnant. Quand on regarde les grandes études quanti à Montréal, que ce soit des projets de monitorage comme Survidi ou la cohorte Saint-Luc, menée par Dr Bruno au CRCHUM, on est à peu près dans ça, la majorité de notre monde, donc 35-55 ans. Quand on regarde la répartition de genre aussi, très semblable à d'autres grandes études quanti, donc 76% hommes, 22% femmes, puis désolé pour le terme, là, mais ça inclut tout ce qui est femmes trans, hommes trans, two-spirit, etc. Ici, très importante, j'aime ça la présenter parce qu'on parle de conso, puis on parle, mais souvent pour moi, la variable la plus importante qui va être associée à plusieurs méfaits, c'est celle-là. Donc, au niveau du milieu de vie, puis on voit que pour 2024, c'était ahurissant, c'était 66 %. Je vais vous montrer juste un peu cette évolution-là qu'il y a eu depuis 2021. Donc, on part environ à 31 % de personnes qui disent dans les 3 derniers jours vivre de l'instabilité résidentielle, et puis on a monté donc à 66 %. Donc, ministre Carman peut bien vouloir blâmer la consommation de cristal meth ou de crack, mais il faudra peut-être qu'il regarde cette variable-là. Des fois, elle est plus importante que d'autres variables. Juste le tableau des principales substances rapportées consommées, donc ce que les personnes ont mentionné avoir consommé dans les 3 derniers jours. Ce portrait-là, c'est le portrait pour Montréal. Il a changé en 2024. Montréal a toujours été une ville de consommation de stimulants. Puis avant, par les années passées, les 4 premières positions, c'était des substances stimulantes. Donc, il y avait cocaïne en poudre et speed, habituellement, qui avaient la position 3 et 4. En 2024, on voit, il y a un jump de l'hydromorphone. L'hydromorphone, depuis mi-2000, a toujours été populaire, mais là, monté à 28. Quand je dis 19 ARX, c'est 19 % prescrit, qui est sûrement dû la majorité à ce qu'on appelle, moi j'appelle ça pharmacothérapie de remplacement parce que c'est pas du safe supply selon ma définition du safe supply, mais tout ce qui est cette nouvelle vague-là de pharmacothérapie de remplacement.
Fentanyl, 27 %. Ça, il ne faut pas oublier, on n'a pas de critères. Comment je pourrais dire ça? On ne stigmatise pas par rapport au mode de consommation. C'est avoir consommé dans les 3 derniers jours une substance autre que de l'alcool ou de la marijuana. Donc ici, pour 27 %, on est quasiment une personne sur 3. Cocaïne en poudre dégringolade depuis les dernières années parce que, bon, pour ceux qui suivent un peu j'en vois là dans la salle avant, le début 2000, c'était ce qu'on avait de plus, des injecteurs de cocaïne. Speed 25, dans le fond, petit secret, il n'y a plus de speed. C'est toute de la méthamphétamine, mais que le monde appelle encore peanut ou speed. Là. Donc, benzodiazépine, ici on parle de benzodiazépine homologuée et prescrit au Canada. On ne parle pas des molécules qui sont donc produites clandestinement, qui sont rajoutées souvent au fentanyl. On pense ici à Valium, Ativan, Rivotril, etc. Puis méthadone, bon, la majorité, on le voit ici, est prescrit. Là, on voit l'évolution de la consommation du fentanyl depuis 2021. Il y a eu un jump. Encore une fois, il ne faut pas oublier, on a un échantillon de convenance, mais on recrute toujours aux mêmes organismes à chaque année et les N par organisme se ressemblent d'année en année. Donc, il y a quand même ici un step. Habituellement, on est à 13-14 % de conso de fentanyl. Là, cette année, on a monté à 27. Là, ça nous a inquiétés. Puis, comme je l'ai dit, on n'a pas plus recruté dans les organismes où habituellement on retrouve du fentanyl, qui sont cactus, spec et dopamine. Eh boy, OK, let's go. Mais quand je vous parlais de nouvelles pratiques émergentes, elle est ici. Donc, c'est quoi les modes de consommation du fentanyl? Donc, si j'isole les 65 personnes, qui est mon 27 % de mon échantillon qui ont consommé du fentanyl, quand on regarde le mode de consommation du fentanyl dans les 3 derniers jours, avalé. Ça, je ne l'ai pas compris, mais bon, il y a 3 % ça représente une personne. Mais c'est le fumé. On voit, il est à 50 % puis on a 79 % injecté. Là, quand on regarde ça comme ça, tu fais comme, OK, ouais, puis... Quand on regarde l'évolution de l'inhalation du fentanyl, en 2022, on avait 0. 2023, on a monté à 19. Et 2024, on a monté à 50. N'importe quel praticien, puis les autorités de santé publique, quand on regarde ça, oh, l'inhalation d'une substance qui augmente, c'est des bonnes nouvelles. On est content. Pourquoi? Bon, parce qu'on réduit de façon significative les risques de transmission des infections virales comme le VIH et l'hépatite C, puis la diminution des autres risques d'infections bactériennes, phlébite, etc., et autres complications. Je pense que j'ai connu plus de monde qui sont décédés suite à des complications d'endocardite que de VIH, même au cours de ma carrière. Fait qu'on se dit, bon, même moi, si quelqu'un arrivait, je disais, hey, Nelson, j'ai du fentanyl. Est-ce que je me l'injecte ou je le fume? Ben moi, je dirais, fume-les. C'est juste à cause de ces risques-là. Toutefois, on le sait, quand on regarde, il y a théoriquement, en laboratoire, ça a été démontré que les risques de surdose ne sont pas théoriquement diminués quand c'est inhalé. Quand on regarde la courbe d'absorption de l'injection et de l'inhalation, la différence n'est pas significative. Il y a une petite différence, mais ce n'est pas significatif. Deuxièmement, les salles d'inhalation supervisées sont limitées à Montréal. Pour l'instant, on a la Maison L'Arbre qui est à l'ouest, où est-ce que nos consommateurs de fentanyl ne sont pas concentrés. Et puis, on a l'anonyme qui essaie un peu de patcher des trous en se promenant, tu sais, à gauche, à droite. Mais on s'entend que dans le cœur, quand on parle du centre-sud, où est-ce que la consommation de fentanyl, il n'y en a pas. Donc, les personnes qui s'injectent du fentanyl et qui se font réanimer à chaque jour, je reçois les données de vigie et je suis capable de voir le nombre que cactus et spec donc renversent. Mais pour ceux, quand tu fumes, tu n'as pas cette supervision-là. Donc, tu es pogné à fumer dans la rue, dans la ruelle, etc. Puis, il y a aussi le phénomène de la contamination croisée par du fentanyl de matériel d'inhalation. Donc, exemple, quelqu'un fume du fentanyl, quelqu'un arrive, « Hey, t'as-tu un tube? Je vais fumer ma puff de cristal meth. » Il passe son tube. Si la personne est opioïde naïve et s'il y a assez de résine dans ce tube-là, ça peut occasionner des surdoses et même des surdoses mortelles. Je veux dire, on a entendu parler dans les données ethnographiques donc, qui ont été amassées. Donc, ça, très dangereux, surtout quand il y a vol de tube aussi. Donc, pour terminer, il y a les autorités de santé publique, en collaboration avec leurs partenaires, doivent agir donc de concert afin de développer des stratégies de prévention de surdose visant les personnes qui inhalent du fentanyl volontairement ou involontairement, comme dans le cas de la contamination croisée du matériel. Puis ces interventions doivent inclure, premièrement, des messages de sensibilisation ou d'information quant aux risques de surdose associés à l'inhalation de fentanyl puis au partage de matériel d'inhalation. Il faut implanter des nouvelles salles d'inhalation supervisées qui sont géographiquement optimisées, si on veut. Puis le développement de stratégies afin de limiter la contamination croisée du matériel d'inhalation. Et tout ça, bien évidemment, avec les personnes protagonistes. Et c'est tout. Merci. Merci.
Roxane Bouchard, intervenante en psychoéducation et candidate à la maîtrise en psychoéducation à la FAS. Clicker, piton vert. Micro. Super. Merci. Ben, salut tout le monde. Je m'appelle encore Roxane. Puis, donc, je vais vous présenter, dans le fond, le projet que j'ai fait dans mon cheminement Honor, qui parle de la popularité perçue des adolescents avec la consommation de leurs amis, puis le lien que ça fait tout ça ensemble. C'est un projet que j'ai fait sous la direction de Jean-Sébastien, Christophe et Stéphane Quentin. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'adolescence, c'est vraiment une période développementale qui est hyper sensible, puis qu'il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur le plan social, sur le plan que j'ai oublié, neurobiologique. Merci. Puis, c'est aussi une période d'exploration identitaire vraiment intense où les amis prennent de plus en plus de place. T'sais, on le sait, les jeunes vont se dissocier de leurs parents, de leurs amis, et puis ils vont se rapprocher de leurs amis plutôt. Donc, puis à l'adolescence, le statut social, ça résonne avec popularité. Donc, il y a deux façons d'identifier la popularité. Merci. C'est ça, hein? Ouais, merci. C'est que dans la littérature, il y a deux façons de mesurer. La popularité il y a comme deux façons. La popularité sociométrique, qui, elle évolue l'appréciation des jeunes. Donc, à quel point les jeunes sont aimés par leurs amis. Puis ça, c'est sur des jeunes qui ont des caractéristiques prosociales, surtout. Puis il y a la popularité perçue qui, elle, a dit à quel point un jeune est perçu comme étant populaire au sein de son groupe d'amis. Puis ces jeunes-là ont des caractéristiques prosociales et antisociales. Donc, ils vont aller jouer avec ces deux caractéristiques-là pour se faufiler dans le groupe, dans le fond, dans le système, puis dans leur environnement. Donc, la différence entre les deux, ça fait que la popularité perçue, c'est une construction qui est basée sur la réputation, la visibilité, le prestige. Donc, c'est là qu'on vient dire que c'est le statut social des jeunes. Fait que c'est vraiment beaucoup plus qu'avec qui tu aimerais passer ton samedi soir. Si vous vous rappelez votre adolescence, en tout cas, moi, je me rappelle la mienne, puis il y a vraiment une différence notable là, entre les jeunes qui sont populaires, on s'en rappelle, on les connaît, puis les jeunes qui sont appréciés. Généralement, c'est pas les mêmes. On les identifie comme ça. Donc, il y a beaucoup de littérature aussi qui se sont penchées sur la popularité à l'adolescence, la popularité perçue toujours, puis qui a fait un lien entre la popularité perçue puis la consommation de substances à l'adolescence. Ici, moi, je m'intéresse au cannabis, cigarettes, alcool seulement. Puis, au-delà du statut social, c'est vraiment super intéressant de s'attarder à l'influence des amis. Comme je vous ai dit, ils prennent vraiment beaucoup de place dans la vie des adolescents. Puis, c'est un des facteurs de risque les plus importants en matière de consommation de substances. Donc, la popularité, elle rend les amis, dans le fond, ils s'associent ensemble. C'est ça que je veux dire. Donc, les jeunes populaires vont s'associer avec des jeunes aussi populaires. Leurs amis vont être des jeunes populaires. Puis, ensemble, on va aller voir comment ça va s'influencer, tout ça. Donc, ces facteurs de risque-là, donc la popularité perçue et l'influence de nos amis, ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ils viennent jouer ensemble. Puis c'est exactement ça que l'hypothèse de la popularité par la socialisation de Alan, elle vient dire. Elle dit que, dans le fond, les adolescents qui sont populaires sont plus susceptibles d'être influencés par leur père que les jeunes qui ne sont pas populaires. Il y a cependant pas beaucoup d'études qui sont allées voir ça, qui ont considéré simultanément le statut social et le niveau de consommation des amis, pour voir l'évolution à travers le temps de la consommation chez les adolescents. Ceux qui l'ont fait ont utilisé des échantillons d'adolescents plus âgés que celui que moi je vais utiliser. Et puis aussi, sinon, ils ont utilisé la mesure d'acceptation sociale, comme je vous ai parlé là, un peu plus tôt, versus la popularité perçue. Donc, les résultats sont un peu différents. Ce sont deux mesures complètement distinctes l'une de l'autre. Là. Ça ne vient pas mesurer la même chose. Donc, c'est exactement ça que je suis allée faire, dans le fond, dans le cadre de mon honneur. Je suis allée voir dans quelle mesure la popularité perçue des jeunes, la fréquence de consommation de leurs amis, vient interagir ensemble, puis vient rendre compte, dans le fond, de la consommation de substances chez les jeunes 2 ans plus tard. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé un devis quantitatif longitudinal sur 2 ans. L'échantillon, c'est 3 écoles secondaires de la région de Montréal qui sont très défavorisées. Dans le fond, il y avait l'indice de défavorisation le plus élevé. OK?
Puis, tous les élèves qui sont rentrés en première année du secondaire ont été sollicités pour participer à cette étude-là. C'était bien évidemment le tributaire du consentement parental. Donc, 623 jeunes que les consentements sont revenus, puis c'est un échantillon 50-50 gars-filles qui avaient en moyenne moins de 13 ans. Puis là, je me permets une petite parenthèse. Vous allez m'entendre parler de sexe plutôt que de genre. C'est vraiment pas par manque de considération pour les personnes qui sont dans la diversité sexuelle et de genre. C'est simplement parce que c'est des données secondaires. Puis la variable qui a été utilisée dans le projet original s'intéressait au sexe. Donc, fin de la parenthèse. Donc, les participants ont été rencontrés à 2 reprises. À la fin de la première année du secondaire, à la fin de la 3e secondaire. Puis, la première fois, on les a rencontrés, on a évalué, dans le fond, leur popularité, à quel point ils sont perçus comme populaires par sociométrie. Donc, ça, on demande à tous les jeunes dans leur classe, dites-moi qui sont les jeunes les plus populaires de la classe. Ils les identifient. Puis, la personne qui a le plus de nominations, ça devient un score Z, dans le fond, là. Donc, plus que tu as de nominations, plus que tu es perçu comme étant populaire. Et puis, on a demandé aussi un questionnaire auto-évalué sur la consommation de substances, là, toujours cannabis, cigarettes, alcool, des jeunes et de leurs amis. Puis, au 2e temps de mesure, on a redemandé aux jeunes leur consommation. Le même questionnaire, ou à peu près. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est ça, 2 ans. Fin de secondaire 1, fin de secondaire 3. Okay? Et l'attrition, dans le fond, ici, je vous en parle très, très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a une des 3 écoles qui s'est désistée avant la fin de la collecte de données au 2e temps de mesure. Donc, pour ça, ça fait qu'il y a de l'attrition quand même importante dans ce projet de recherche-là. Cependant, les jeunes qui ont participé aux 2 temps de mesure ont été comparés aux jeunes qui ont participé juste au 1er temps de mesure là, avec des tests T. Puis, ils ne se distinguaient pas, là, sauf l'âge qui était très légèrement plus âgé dans le groupe qui avait participé seulement au temps 1. On parle vraiment des petites miettes là, de plus âgés. Puis, ensemble, toutes les données ont été imputées. Donc, mon échantillon final est à 623 aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est des régressions multiples hiérarchiques sur la fréquence. Là, je vous présente ici la première étape, les 3 substances côte à côte pour que vous voyez que les patrons de résultats sont vraiment différents. Oui. C'est ça. Donc, pour le cannabis, dans le fond, avoir moins de 13 ans, être perçu comme populaire, avoir des amis qui consomment, ça permet d'expliquer 7,4 de la variance. Ça veut dire le changement qui a été observé entre le temps 1 puis le temps 3, c'est 7,4 expliqué par ces variables-là. Ensuite, pour la cigarette, j'ai cliqué trop vite, c'est pas grave. Consommer de la cigarette au temps 1, être perçu comme populaire, puis avoir des amis, c'est 23,2 de la variance. Donc, je ne sais pas en santé publique comment vous comptez ça, mais nous, en psychoéducation, 23 de variance expliquée, c'est vraiment beaucoup. Puis pour l'alcool, c'était être un garçon, avoir moins de 13 ans, avoir consommé de l'alcool au temps 1 et être perçu comme populaire, c'est 13,8 de la variance qui était expliquée. Ça, c'est vraiment super intéressant, mais ce que ça nous dit, c'est que les patrons de résultats ne sont pas les mêmes pour chaque substance. Donc, d'où l'intérêt d'avoir regardé tout ça côte à côte et non pas d'avoir tout mis dans un gros pot. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'étape 2, on est allé voir la modération. À quel point la relation entre la consommation des amis puis l'augmentation de consommation au 2e temps de mesure est influencée selon la popularité. Donc, c'est ce que vous voyez, dans le fond, l'effet d'interaction. Pour le cannabis et l'alcool, c'était pas significatif, mais pour la cigarette, par contre, ça venait expliquer 1,4 supplémentaire. C'est ce que vous voyez là, dans le fond, l'effet d'interaction. Puis ça vous montre que pour les jeunes qui étaient perçus très populaires, donc un écart type au-dessus de la moyenne, l'effet était vraiment très important. Les jeunes qui étaient dans la moyenne, c'était important, mais quand même moins. Puis les jeunes qui n'étaient pas populaires, moins d'un écart type en dessous de la moyenne, il n'y avait plus d'effet du tout d'interaction. Donc, en fait, ce que ça nous dit, c'est que c'est conforme à la théorie de Allen que je vous ai parlé juste un peu plus tôt. Les jeunes qui sont populaires sont, en tout cas, dans ces résultats-là, ils semblent plus sensibles à l'influence de leurs amis que les jeunes qui ne sont pas populaires. Donc, là, je vous en ai parlé un petit peu, mais comment expliquer tout ça? Il y a 1000 choses en vraiment peu de temps à dire. On a 10 minutes. Caroline devine. Mais en gros... Ah, de grâce. Mais bon.
Dans le fond, c'est que les jeunes populaires, je vous en ai parlé un petit peu au fur et à mesure aussi, dans le fond, là, mais les jeunes qui sont populaires consomment déjà plus au départ que les jeunes qui sont pas populaires. Puis, ils s'associent avec des amis qui sont aussi populaires et qui consomment aussi plus. Donc, avec le temps, ce que ça fait, c'est qu'ils se tiennent ensemble, ils vont consommer ensemble, il y a de plus en plus de milieux propices à la consommation, il y a de plus en plus d'opportunités de consommer. Et c'est aussi, ce que ça nous dit, c'est que la consommation, elle est valorisée au sein de ces groupes de pairs-là. Donc, ça fait partie des normes qui sont normalisées pour eux. Puis, ça s'entretient. Donc, les jeunes, ils veulent pas perdre leur statut social, ils veulent continuer d'être populaires, ils veulent continuer d'avoir les privilèges qui viennent avec aussi. Donc, tout ça, ça vient s'interagir ensemble. C'est vraiment une interaction entre le jeune qui il est, avec ses amis, avec le milieu, puis tout ça, ça fait des boucles de rétroaction là, dans les deux sens. Donc, oui. Dans mes forces, il y a beaucoup. Le devis est long, puis on a la plage d'âge que j'ai utilisée, c'est vraiment super intéressant parce que en moyenne, l'initiation à la consommation secondaire se passe durant l'été et après le deuxième secondaire. Donc, avec cette plage-là, on est capable d'aller chercher les gens qui sont initiés aussi, pas juste l'évolution. On a analysé indépendamment les trois, puis on a analysé 2 niveaux. Donc, tout ça, je vous en ai parlé. Puis, il faut que je conclue. Donc, dans le fond, oui. Ce que j'aimerais vous encourager, finalement, c'est surtout en termes de prévention, d'intervention, c'est d'accompagner ces jeunes-là. Quand vous voyez, si vous êtes dans des milieux que vous avez des jeunes, des adolescents, de développer avec eux une relation positive, c'est de ne pas démoniser l'utilisation de substances, mais plutôt de les sensibiliser à consommer dans des environnements sains, de façon saine, de faire de l'éducation positive, en fait, puis d'établir avec eux une relation de confiance pour que s'ils veulent consommer, ils soient assez à l'aise de venir vous le dire, puis que là, si jamais il arrive quelque chose, au moins, il y a quelqu'un qui le sait, tu sais. Fait qu'à la place de juste taper sur le clou que la drogue, c'est mal, puis qu'il faut pas faire ça, mais plutôt de changer un petit peu de la lunette, puis de regarder ça sur un point de vue que, t'sais, si on dit aux ados de ne pas faire ça, c'est sûr qu'ils vont le faire, là. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire de façon plus sécuritaire, de façon plus intelligente, de façon un peu plus mature? Donc, c'est ça que j'aimerais ça vous dire. Merci. 4e, avant-dernière présentation de Timone Teuné-Gerbert et Andréane Parent. Timone est père-chercheur, Andréane Parent est professeur agrégé à l'École de travail social de la FAS. Ça le passer. Merci, Jean-Sébastien. Bonjour. Donc, on a décidé de venir vous parler aujourd'hui d'un projet qui s'intéresse aussi à la prévention des surdoses, comme je le fais depuis plusieurs années maintenant. Un projet qui est financé par le CRSH dans un développement de partenariat. Donc, c'est vraiment une co-direction entre moi-même, donc l'Université de Montréal, et le projet Profane, qui a comme mandat de former pour mieux prévenir les surdoses. Et donc, aujourd'hui, on vous présente surtout le travail des pairs, parce qu'on a pris vraiment au sérieux le terme « rien sur nous sans nous ». Donc, on a cherché à voir comment est-ce que ça s'opérationnalise, excusez-moi, dans un projet de recherche concrètement. Alors, tu veux que je fasse pour accéder au micro, hein, c'est des affaires Oui, la flèche verte dans le milieu ici. Merci. J'ai le pouce trop. OK. So, juste une note sur la langue. On connaît que les personnes qui utilisent des substances sont souvent sujets à le terme qui est stigmatisé. Merci. Alors, je vais faire un effort à utiliser les termes qui est plus neutre, mais je suis conscient que c'est pas toujours le bon terme, donc c'est juste une note que je vais faire un effort, mais c'est pas toujours bon pour tout le monde. Juste une note rapide de mon parcours et mon intérêt dans le projet de recherche. Donc, j'ai commencé dans un projet de recherche à Profane. Je travaille là pour 4 ans. Je suis intéressé dans la recherche dans 2 niveaux. Le premier, c'est l'implication des pairs et le deuxième, c'est le soutien des pairs. J'ai vécu ça souvent, l'instrumentalisation et l'organisation et tout comme ça. Donc, j'aimerais juste
travaille sur les pratiques et les autres choses qui peuvent améliorer leur implication et leur soutien. Voilà. Merci. Donc, je vous disais, c'est un projet qui vise la prévention des surdoses, mais en fait, c'est un projet qui s'intéresse surtout à comment est-ce qu'on produit des innovations en prévention des surdoses à travers différentes formes de collaboration. Des collaborations qui sont généralement formelles, mais qui peuvent aussi être informelles et qui s'organisent à travers un réseau. Donc, nous avons voulu, en documentant ces collaborations-là dans 5 régions du Québec, l'Abitibi, la Capitale-Nationale, l'Outaouais, l'Estrie et Montréal, comprendre vraiment comment ils structurent les collaborations, comment ils s'organisent en réseau, c'est quoi leur portée, et comment, à travers leur collaboration, ils en viennent à produire des innovations. Donc, on utilise, basé sur la théorie de l'acteur réseau, une grille d'analyse qui a été élaborée, entre autres, par Louise Potvin ici et Angèle Bilodeau, qui nous permettent de comprendre c'est quoi les différents résultats transitoires. Donc, comment est-ce qu'à travers ce travail, on en vient à générer des résultats qui produisent éventuellement des innovations. Et on va chercher aussi à comprendre, mais c'est quoi la perception des personnes qui utilisent différentes formes de substances qui sont à risque de surdose. Donc, c'est quoi leur perception de ces innovations-là, généralement des interventions qui sont produites, et comment ça s'insère dans leur parcours de vie? Alors, la prochaine diapo, s'il te plaît, désolé. L'objectif de l'implication au pair, notre projet, c'est vraiment, on aimerait impliquer notre processus décisionnel, la coordination et la mise en œuvre de projets, y compris en général, qui correspondent à son compétences. Désolé pour mon français aujourd'hui, c'est fucking black. En tout cas, pour nous, la définition de savoir expérientiel compris 6 dimensions, y compris la maladie mentale, la consommation de substances psychoactives, l'expérience avec le réseau de santé, la criminalisation et la marginalisation et l'itinérance. Prochaine diapo, s'il te plaît. Les pairs ont aussi certaines compétences, y compris les connaissances spécialisées en lien de l'implication des personnes qui utilisent des substances psychoactives, aussi la compréhension des détails et des réalités de la crise de surdose, la capacité d'attendre les autres personnes qui utilisent des substances psychoactives, compétences en maîtrise d'identification, d'évaluation et la gestion des situations émotionnelles et capacité à favoriser un sentiment de sécurité émotionnelle pour les autres personnes qui utilisent des substances psychoactives. Oh, on est trop... Comment ça revient? Oui, je pense. OK. Dans notre projet, le pair a 4 catégories de responsabilités, y compris la collecte des données et l'analyse des données, la rédaction des articles scientifiques, aussi le développement des liens avec les acteurs clés et des autres pairs, ou personnes qui utilisent des substances psychoactives. Implication aussi au sein des comités de gouvernance, le comité de coordination, le comité de partenaires et l'Assemblée générale. Et présenter le projet lors des événements et les conférences comme aujourd'hui. On est cognizant aussi de certains enjeux en lien de l'implication des pairs, mais je n'ai pas le temps pour parler de tout aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, j'ai une code de QR de documents qui ont fait sur ça, qui liste tous les enjeux et toutes nos réponses. OK, ça s'adresse tous les enjeux et optimiser la qualité de l'implication et le soutien des pairs. On a créé 2 documents, ou 2 outils, whatever. Le premier, c'est une charte de valeurs et de principes qui liste toutes nos valeurs et nos principes en lien de l'implication et le soutien des pairs, mais aussi en général à l'implication et le soutien des membres. Et le deuxième est vraiment une guide de pratique qui est plus opérationnalisée
qui est plus opérationnel pour opérationnaliser l'implication et le soutien des pairs dans le niveau du projet. Donc, le premier, comme je dis, c'est la charte de valeurs et de principes. Oui. Et on a identifié quelques valeurs et principes. Encore, c'est dans ce document ici, si tu veux. Le code QR est là, si tu aimerais le scanner pour le consulter. Sinon, on a le guide de pratique qui, comme je dis, c'est vraiment une guide opérationnel qui décrit quelques pratiques pour améliorer l'implication et le soutien des pairs. Et le code QR est... Avant ça, ça divisé en 2 chapitres, une sur l'implication, une sur le soutien et une avec des annexes. Les annexes, c'est vraiment plus détaillé, y compris les documents sur une description des pratiques pour la consommation des substances psychoactives dans le contexte de projet, le pay des pairs dans le contexte de projet, tout comme ça. C'est vraiment plus détaillé si vous avez le temps à le lire, mais sinon, les deux chapitres précédents, c'est vraiment les pratiques en bas. Et voilà le code QR si tu aimerais le consulter. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Désolé encore pour mon français. C'est correct. Alors, dernière présentation. Ahmed Thiam, étudiant à la maîtrise en santé publique à l'ESPOUM. Bonjour. Dans les systèmes de santé comme celui du Québec, l'absence de mécanismes fiables pour repérer efficacement les personnes utilisant des drogues injectables constitue un frein majeur à la mesure de l'ampleur des problèmes de santé auxquels elles sont confrontées. Je m'appelle Ahmed Thiam, je suis médecin de formation, diplômé en santé publique et actuellement étudiant à la maîtrise en administration des services de santé sous la supervision de Delphine Bosson-Riotor et de Valérie Martel-Lafayette. Dans le cadre de mes travaux de recherche, je participe au projet TRANS, Tendances et résultats des infections bactériennes liées aux injections chez les personnes qui s'injectent des drogues. Et mon mémoire porte plus précisément sur le développement et la validation d'un algorithme d'identification des personnes utilisant des drogues injectables à partir des données administratives hospitalières au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré par les auteurs pour ce projet. Et comme vous le savez, avec l'avènement de la crise des opioïdes, une forte prévalence d'infections bactériennes associées à l'injection de drogue a été déclarée. Et au SUM, entre mars et avril 2022, la prévalence tournait entre 6 et 32%. Et les infections identifiées sont les infections de la peau et des tissus mous, incluant tout ce qui est cellulite, érysipèle, abcès, facile nécrosante, gangrène gazeuse. Et pour les infections ostéo-articulaires, ce sont des infections de l'artère septique, de l'ostéite, des prothèses aussi articulaires et de l'endocardite infectieuse. Il s'agit des infections des valves natives ou prothétiques, y compris l'endocardite à culture négative. Comme vous le savez, avec l'absence de code diagnostic spécifique pour l'usage de drogues injectables dans les bases administratives, l'identification des personnes utilisant des drogues injectables devient une nécessité, un vide à combler, vu que la documentation aussi elle est partielle et non standardisée et, dans les dossiers cliniques. De ce fait, une revue de la littérature a été effectuée par moi-même. Nous avons notifié pas mal d'articles, mais nous avons vu qu'il y en a certains qui avaient déjà développé des algorithmes, mais à des échelles beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges. On peut citer celui de Macrou qui ont utilisé des codes ICD-10, les infections à l'hépatite C, l'utilisation de drogues injectables, l'IRBI, c'est-à-dire les infections liées à l'usage de drogues injectables. L'article de jeu aussi qui a utilisé les hospitalisations comme variable, les traitements substitutifs aux opioïdes ainsi que l'usage de drogues injectables.
Mais nous, comme nous avons un vide à combler, et vu que l'urgence constitue la porte d'entrée pour les usages de drogue injectables, du coup, notre base de données, on va y revenir, portait beaucoup plus sur ça et on était censé développer un algorithme d'identification des personnes qui utilisent des drogues injectables, mais aussi de voir le profil des patients mal classés, c'est-à-dire les faux positifs, et aussi de comparer les deux stratégies entre la méthode classique, c'est-à-dire l'épidémiologie classique, la régression logistique, et aussi le machine learning qui est développé par un autre collègue biostatisticien. Donc, notre cohorte est constituée de patients du SUM ayant consulté aux urgences entre 2012 et 2022 pour des infections de la peau, des tissus mous, des infections ostéo-articulaires ainsi que de l'endocardite infectieuse. Et notre principale base de données est Citadel, qui est le centre d'intégration et d'analyse en données médicales, une plateforme du SUM regroupant des données cliniques, administratives et de recherche issues de plusieurs systèmes d'information hospitalières. Et nous avons identifié 27 289 épisodes de soins pour 18 432 patients uniques. Dans ce cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un épisode de soins représente une unité de contact ou de prise en charge clinique entre un patient et le système de santé. Donc, un même patient peut avoir plusieurs épisodes de soins, alors qu'un patient unique est une personne distincte, identifiée de manière unique dans une base de données, souvent via un identifiant anonymisé. Et dans cette cohorte même, nous avons sélectionné des patients selon les catégories, c'est-à-dire les PUDI, c'est-à-dire les personnes utilisant des drogues injectables actives, les possibles PUDI, les anciens PUDI possibles et les non PUDI. Donc pour les PUDI actives, c'est ceux pour lesquels les tests urinaires, les substances détectées ou les notes médicales indiquaient clairement une consommation active. Les possibles PUDI, les patients qui présentaient des signes qui laissaient supposer une consommation de drogue injectable, mais sans confirmation définitive. Les anciens PUDI, c'est-à-dire les patients ayant consommé des drogues injectables dans le passé, mais qui n'étaient plus considérés comme actifs dans cette consommation. Et les anciens PUDI possibles, ce sont des patients classés ou qui avaient des indices de consommation de drogue dans le passé, mais on ne connaît pas la voie d'administration. Et pour finir avec les non-PUDI, c'est ceux pour lesquels il n'y avait aucune trace de consommation de drogue injectable dans les dossiers médicaux. Donc la méthodologie utilisée, il s'agit de la régression logistique que j'ai développée. Mon collègue biostatisticien a développé le machine learning et à la fin, on a comparé nos modèles selon des performances. Et la taille de l'échantillon dans cette grande cohorte-là est de 4000 patients pour l'échantillon que j'ai utilisé. Et nous avons développé l'algorithme sur les 3000 et la validation sur un sous-ensemble de 1000 patients aussi. Et l'approche épidémiologique classique que j'ai utilisée pour bien développer cet algorithme, c'est la régression logistique, l'apprentissage de machine par Random Forest et XGBoost pour les deux modèles développés par le biostatisticien. Et nous avons utilisé les prédicteurs comme sensibilité, spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives pour voir les performances des algorithmes, ainsi que le score F1 qui a été très, très important pour nous permettre de voir la performance des deux modèles. Donc, pour la régression logistique, une revue de la littérature, comme je viens de le mentionner, avec l'expertise clinique. Là, l'expertise clinique, c'est que il y avait des variables dans l'analyse univariée qui n'étaient pas assez significatives, mais par rapport à l'analyse multivariée, on les a vues être très significatives. Donc, l'expertise clinique était importante pour pouvoir vraiment passer de ça. Et le développement et l'évaluation du modèle par les courbes de ROC, d'AIC, de seuil optimal, etc. Donc, pour les méthodes ensemblistes d'arbre de décision, je ne vais pas trop retarder, mais c'est juste Random Forest et XGBoost qu'il a utilisé pour développer, avec des grilles de paramètres pour Random Forest, validation croisée à 5 blocs, la sélection du score F1, ainsi que la détermination du seuil optimal. Donc ça, ce sont mes résultats par rapport à la régression logistique pour l'ensemble de mes variables qui étaient vraiment très significatives, très intéressantes et qui sont retrouvées ici dans le modèle. Donc par rapport à la structuration du modèle aussi, sachez qu'il n'y a pas... les variables ne sont pas classées selon leur poids dans le modèle, mais juste une façon de les harmoniser pour qu'ils soient beaucoup plus belles à voir. Donc avec l'âge, le sexe, le temps d'attente, très important.
Mais si on avait plus de temps, on allait développer, mais malheureusement pas. Donc, les statuts du VIH et de VIH, aussi les antécédents de consommation de cocaïne, d'opiacés, les antécédents de psychose, les consultations en médecine des toxicomanies, ainsi que la prise de traitement agoniste aux opioïdes. Donc, notre modèle a développé, je vais me passer de ça, j'ai vu qu'il me restait une minute. Donc, la question logistique a, pour l'instant... Okay. Alors, donc, je vais juste revenir sur... je vais juste me rester ici. Donc, notre modèle de régression logistique, comme vous le voyez, a 0,74 de sensibilité. Le Random Forest l'emporte pour la sensibilité. Notre modèle l'emporte pour la spécificité, pour la VPP, ainsi que pour le score F1. Donc, notre modèle, pour l'instant, performe mieux que le modèle de machine learning. Donc, pour les patients mal classés, comme vous les avez vus, ce sont des faux positifs. Dans l'échantillon d'entraînement, on a identifié 61 patients. Et dans l'échantillon de validation de sous-échantillon, 28 patients. Donc, ces faux positifs correspondent à des patients que le modèle a classés à tort comme PUDI actives, alors qu'elles ne le sont pas. Donc, cette confusion s'explique en partie par des probabilités estimées élevées chez certains non PUDI que le modèle tend à considérer comme positives. Donc, notre modèle... présente une bonne performance prédictive. C'est un algorithme simple, facilement transposable à d'autres bases de données hospitalières. Et les faux positifs, ce sont des profils typiques dans ces PUDI avec facteurs de risque persistants. Donc, nous avons un outil vraiment facile pour identifier les PUDI dans les données administratives de santé. Donc, la force revient sur la revue manuelle des 4000 dossiers par les assistants de recherche, une approche quantitative, la question logistique qui l'a emporté par rapport à la machine learning, et l'algorithme qui est vraiment pour l'instant performant et ce que nous avons observé par rapport à ce que nous avons observé dans la littérature. Et les limites, c'est la qualité des variables des données administratives. Donc, comme vous le savez, il y a les biais de documentation, les biais de désirabilité sociale. Certains patients qui peuvent minimiser ou cacher leur consommation de substances par crainte de stigmatisation ou de répercussions sur leur prise en charge. Donc, il y a aussi le modèle développé dans un seul centre hospitalier. Donc, tout ça aussi constitue un biais. Et pour finir, c'est un algorithme assez intéressant pour identifier les PUDI. Random Forest, malheureusement, n'a pas été retenu dernier calcul. J'ai oublié de corriger ça. Donc, c'est la réduction logistique qui a été retenue finalement. Et, oui, les perspectives, c'est d'adapter ça à d'autres contextes cliniques, appui à la planification des soins ciblés, application de l'algorithme pour l'ensemble de la cohorte. Merci. Merci. Alors, il nous reste un peu moins de 20 minutes. On a juste pris 5-6 minutes de retard pour des questions. Un panel riche et diversifié pour vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Zoom, en ligne, en tout cas? Allez, un petit effort. Sinon, on va leur donner 5 minutes chaque de plus. C'est toujours ça, il faut couper dans le temps, mais après, ça prend des questions. Sinon, pourquoi on coupe le monde? J'ai pris mon T-shirt auprès de Dolph. Ouais, je l'ai su de près, là, mais je ne vais pas trop faire de promotion. Mais oui, c'est un club compassion. Oui, Leslie. Attends, il faut attendre le micro. Oui, bonjour. Merci à tout le monde pour les présentations. Moi, j'avais une question pour Ahmed pour la dernière présentation, parce que c'est moins... J'étais un peu perdue dans les chiffres, mais j'étais intéressée de comprendre comme ça aurait été quoi la plus-value de ce modèle-là, qui aurait mieux identifié. C'était quoi l'objectif sous-jacent? Est-ce que les micros sur table, ça fonctionne? Oui. Donc. Si je comprends bien, par rapport à notre modèle... Qu'est-ce que ça aurait rajouté de mieux évaluer que la personne est un PUDI? C'était quoi l'objectif de l'étude? Oui. Oui, c'était plus pour développer un algorithme afin d'identifier les personnes qui utilisent des drogues injectables. Parce que ce sont des personnes qui présentent souvent des infections qui sont des infections bactériennes liées à l'injection. Donc, on avait une grande cohorte qui recensait l'ensemble des patients qui présentaient une infection bactérienne
reçus aux urgences du SUM et qui ont suspecté du moins une utilisation de drogue injectable. Donc on n'avait pas un algorithme, on utilisait plus les codes de classification internationale, les CIM 9 ou 9e édition ou 10e édition, mais pas un algorithme donc qu'on peut utiliser aux urgences, à des visites de recherche ou de détection pour quand même mieux prendre en charge ces personnes-là et de leur apporter voilà, les soins qu'il faut. Et aussi mieux orienter aussi les politiques de santé publique par rapport à cette population souvent marginalisée. Si je peux faire du pouce sur la question, peut-être, pourquoi pas leur demander aux gens s'ils sont pudis? Oui, parce que très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le biais de désirabilité sociale, il y en a certains qui viennent à l'hôpital et qui ont, je ne sais pas si c'est une peur ou autre, du mal à déclarer qu'ils utilisent des drogues injectables. Et oui, ceux qui utilisent, c'est sûr qu'ils vont ceux qui disent oui, c'est oui, c'est vrai, mais il y en a certains qui te disent non, alors que c'est pas non. OK. J'ai vu Nelson. Non, ça va, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. En fait, c'est bonjour, Delphine Bosson-Riotor. J'ai supervisé Ahmed. C'était peut-être juste pour effectivement appuyer sur ce que tu venais de dire sur le côté recherche, parce que pour le moment, c'est difficile d'identifier cette population dans les données quand on fait des études. Donc l'algorithme d'Ahmed va pouvoir nous permettre aussi d'identifier cette population-là, de pouvoir mieux les étudier et identifier donc différents leviers de santé publique qui pourraient apporter plus d'aide et plus de soutien à cette population. C'est plus ça, je pense, aussi, qui était un enjeu. Mais tu l'as dit, mais je voulais juste plus l'appuyer, que c'est vraiment une question d'identification au sein des données, dans un premier temps. Merci. D'autres questions? Puis peut-être que les panélistes avaient des questions pour les autres panélistes. Là, c'est permis, hein? Moi, si j'étais là, c'est peut-être que... Ah oui! J'aurais une petite... on est censé se nommer. Geneviève Boilly, je suis étudiante au doctorat professionnel en santé publique. C'était pour Mélodie. En fait, j'ai trouvé ça super intéressant de considérer le deuil. En fait, on parle souvent du deuil quand on parle des surdoses, mais en fait, de le voir aussi comme un facteur qui peut mettre à risque à une surdose ultérieure. Le deuil, c'est souvent, vous l'avez mentionné dans vos ateliers, c'est une expérience d'échange qui est quand même très personnelle. Quand on pense, par exemple, aux professionnels de la santé ou donc qui n'ont pas toujours ce lien de proximité-là avec les personnes, comment cette information-là peut affecter l'intervention? C'est-à-dire, on ne va pas se mettre à dire aux gens, parlez à toutes vos personnes de deuil, c'est-à-dire la personne ne veut pas nécessairement en parler, puis c'est correct. Mais comment ça vient moduler l'intervention avec ce regard-là de prévention des surdoses avec des personnes qui ne sont pas nécessairement dans une relation de proximité suffisante pour nécessairement aborder la question du deuil? On en a parlé... Aussi, là, on a fait des guides sur le deuil, tu sais, par et pour. C'est vraiment pour cette population spécifique. Je pense que, tu sais, justement, il y a quelque chose dans les populations spécifiques, tu sais, avec lesquelles on travaille, d'avoir un espace pour ça faire. Je pense que on doit avoir plus d'espace, justement, pour parler de nos deuils, que ce soit aussi pour les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Intervenantes plus larges vont aussi vivre des deuils. Fait que, vraiment, je pense que à plusieurs niveaux, je pense que ça devrait être instauré un petit peu dans les équipes de travail, d'avoir cet espace-là pour les travailleurs et pour les personnes qui utilisent des services. C'est sûr que moi, je suis très vendue par et pour. Donc, si vous avez des personnes à l'intérieur de votre organisation qui seraient intéressées d'en animer, bien, par exemple, nous, on donne des formations pour aider à ce que les personnes puissent en faire par et pour, tout en gardant quand même un soutien, tout ça, là. Donc, ouais, j'espère que ça répond à ta question. Christophe, pendant ce temps-là, j'ai envie de juste dire, il y a 3 semaines, j'étais dans une tournée de partenaires, puis c'était sur le chemsex, puis une des choses qu'il disait, c'est sûr que si tu dis à quelqu'un, puis tes pratiques sexuelles, c'est rebutant, mais des fois, c'est peut-être dire, pas, puis tu vis des deuils, mais si jamais, en tout cas, tu as envie d'en parler, je suis ouvert, laisser comme la porte... Ça marche-tu, ça? Oui, ça marche. Juste dire aussi, il ne faut pas oublier que
les intervenants, donc on dit de faire de l'intervention, eux-mêmes sont en deuil. Ils connaissent peut-être la personne, ça fait 10 ans, 15 ans, donc c'est un bénéficiaire de l'organisme. Puis là, souvent, le deuil peut être partagé aussi souvent entre l'intervenant et la personne. Puis c'est peut-être difficile, moi je lève mon chapeau aux intervenants, là, mais de faire une intervention en deuil quand toi-même, tu es en deuil du décès de la personne X dont on parle, ça doit être tout un défi. Là. Et peut-être Andréane avait demandé en premier. Peut-être qu'on veut dire la même chose, Antoine et moi, là, j'ai l'impression. Mais en complément du travail de Mélodie, on a aussi produit un guide pour les intervenants du réseau de la santé, services sociaux et communautaires, qui est en ligne, qui est gratuit, sur l'intervention en contexte de deuil, qui aborde entre autres la question du deuil par surdose ou d'autres façons là, d'avoir été endeuillé. Ça concerne à la fois les personnes, les proches, etc., mais aussi il y a une section pour les intervenants. Donc, si ça t'intéresse, écris-moi, je vais te le faire suivre. Antoine, veux-tu toujours dire quelque chose? C'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais entre autres, mais je pense aussi une particularité, Mélo, avec tes groupes, tes ateliers, contrairement à d'autres milieux d'intervention, c'est que, comme Nelson en a parlé, les intervenants, ils vont aussi être mélangés avec les personnes concernées dans ces groupes-là. Fait que c'est peut-être des modes de liaison un peu plus autres que dans certains contextes d'intervention, notamment les réseaux de la santé, où on est habitué d'avoir plus des rapports, je vais dire rapidement, là, intervenant-intervenu. Donc, d'avoir ces espaces-là, je ne sais pas si tu as remarqué qu'est-ce que ça permet comme forme de solidarité. Quand quelqu'un du réseau intervenant large vient dans nos ateliers, puis mais vulnérable, il va parler, mettons, de la même personne qu'une personne va parler, ça crée un lien quand même incroyable de confiance, vraiment, puis avec raison, tu sais, parce que souvent, intervenant, souvent c'est l'intervenu qui va être plus aller dans sa vulnérabilité, puis là, t'as comme les deux, là, fait que là, c'est clair que, ouais, ça donne une très bonne relation. Oui, Timon. J'ai juste un exemple. Par exemple, j'habite à Metadam. C'est un logement supervisé pour les gens avec des troubles d'utilisation d'opioïdes. Et une de mes meilleures amies dans l'édifice a décédé dans quelques semaines passées. Et les intervenantes de Metadam nous rejoignent à la memorial, la célébration de vie pour cette personne. Et ils sont nous autres invitants à une supervision clinique pour eux. Et c'est juste cool parce que normalement c'est séparé, le résident et l'employé, mais on a tout dans le même milieu de vie. Et c'est cool et ça crée un bon lien avec eux et nous, je pense. C'est cool enlever cette barrière ou cette division artificielle. Si je peux juste me permettre de commenter real quick. J'ai oublié. Oh non. Désolé. Là, Leslie a levé la main pour répondre, mais là, le micro est à Christophe. Mais bon, une question, 6 réponses, ça va répondre à votre question. Christophe, puis on se parle à la pause. Ma question est pour Nelson. C'est pour faire suite à ta présentation d'il y a 2 ans. Et par rapport à celle-ci, donc tu dis que la MET est remontée en première position et que et en fait, je me posais plus la question par rapport. Tu disais à l'époque que les gens n'étaient pas trop au courant de ce qu'ils consommaient, que tu retrouvais dans l'urine des choses, qu'il y avait un décalage par rapport à ce qu'ils rapportaient. Et je me suis dit, 2 ans plus tard, est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce que les gens sont un peu plus au courant? Est-ce qu'il y a plus de drug checking qui se fait? Est-ce qu'il y a plus de... comment la situation se déroule maintenant, 2 ans plus tard? Il y a des substances qui ont des bons pourcentages de concordance. Quand on regarde le crack, la cocaïne en poudre, le cristal meth, ça va. C'est sûr que le fentanyl reste... oui, il va y avoir du fentanyl. Avant qu'on passe à l'avènement de la domination du fentanyl depuis 2020-2021, avant, là, il y a eu un chevauchement à un moment donné, héroïne, fentanyl, mais aujourd'hui, c'est drôle. Aujourd'hui, le monde consomme de l'héroïne à leur insu. Avant, ils consommaient du fentanyl à leur insu. Là, il y a du monde qui
ne rapportent pas consommer de l'héroïne, et puis on en retrouve. Ça, c'est sûrement ceux-là qui disent hey, « c'est de la merde que j'ai pogné ici aujourd'hui », parce que l'héroïne, elle est comme un petit peu moins puissante. Donc, je dirais c'est une évolution des molécules clandestines qui se retrouvent dedans, que ce soit au niveau des benzodiazépines. Je veux dire, là on est passé de l'étizolam au flualprazolam, au bromazolam, donc on trouve d'autres choses. Mais on a de plus en plus de monde qui vont dire « Oui, je n'ai consommé des benzos parce que je fais du fentanyl. » Ils savent parce qu'à force de faire de la sensibilisation et de le dire, absolument le combo, ça va être benzodiazépine non commercialisée, xylazine. Il y en a, on avait à peu près 15 % de nos échantillons au complet. Si on ramène ça au fentanyl, c'est peut-être la moitié de l'urine qui contenait du fentanyl et de la xylazine en même temps. Donc, il y en a encore. On n'est plus en 2017 où est-ce que le monde pensait consommer de l'héroïne et il y avait du fentanyl, mais on est encore un peu dans ces eaux-là avec la métaux, méthomycine. Justement, le qui a fait ravage, là, le v'là une coupe de semaines. Puis si je peux revenir, comme je t'ai dit, oui, le v'là 2 ans, on était à peu près avec d'autres substances, mais ça a changé. Puis si je pourrais revenir aux raisons, parce que j'ai pas eu le temps de mentionner ces raisons-là, de pourquoi il y a de l'inhalation. Pourquoi tout d'un coup? Parce qu'avec l'héroïne, en 2007, on voyait pas ça. Montréal, on s'est toujours shooté l'héroïne, on a toujours shooté le fentanyl, jusque-là. Parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est des formes qui sont pas nécessairement propices à la combustion. C'est pas comme de la black tar heroin qu'il y a dans le sud-ouest américain. C'est que, comparativement à l'héroïne, donc comme je vous ai dit, ça fait 4-5 ans que le fentanyl s'est implanté, il y a une demi-vie beaucoup plus courte, donc du fentanyl que l'héroïne. Avant, les personnes à qui je me tenais, qui consommaient de l'héroïne, 3 injections par jour, ils étaient confortables. Une le matin, une le midi, une le soir avant de se coucher. Aujourd'hui, le fentanyl, 6, 7, 8, 9, 10 fois par jour, à cause de la demi-vie plus courte. Fait que quand ça fait 4-5 ans que tu te fais 7, 8, 9, 10 perforations cutanées, ben, tes veines ils sclérosent. Tes veines ne sont pas en point. Donc, les personnes ont un sevrage, ont une dépendance. Donc, il faut qu'ils trouvent une façon pour encore absorber le fentanyl, donc l'inhalation. Tout ça avec la combinaison de l'apparition des pipes à cristalmite, qui ont trouvé un outil pour fumer ce fentanyl-là. Et puis, nous, nos hypothèses terrain tournent autour de ça. Donc, désolé. Non, ça va, j'allais relancer sur quelque chose, mais je vois Timon ou Timon? Timon. Timon. C'est le cas aussi quand tu as besoin d'injecter 10 fois par jour, ton veins est fucké après quelques années. Donc, beaucoup de monde va fumer parce qu'il n'est pas capable de s'injecter encore. So, c'est une combinaison de la demi-vie de fentanyl, de les effets physiologiques de s'injecter 10 fois par jour. Ouais. Mais j'ai aussi l'impression que beaucoup de gens pensent que il y a moins d'un risque d'une surdose quand tu fumes. C'est pas vrai, mais beaucoup de gens pensent ça. So, ça, c'est une chose qu'on a besoin de plus sensibiliser sur, mais oui. On a juste peur que ça devienne plus facilement, que les gens s'initient plus facilement maintenant au fentanyl. Et c'est ça aussi le lien, est-ce que le 27 % est dû à cette montée d'inhalation-là, parce que c'était quand même 18 % des 65 qui ont juste fumé sans s'injecter. Et puis là, ça devient comme problématique un peu, parce que ça va devenir plus facile. Parce que souvent, l'injection va comme être une barrière pour certaines personnes de faire comme « Bah non, moi, je ne suis pas là ». Je me permets une relance sur la consommation involontaire d'héroïne. C'est quoi la prévalence de ça? Puis y a-t-il des faux positifs possibles avec les tests? Pas avec l'analyse du CTQ, il n'y a pas de possibilité de... C'est peut-être cette année, là, j'ai pas les chiffres, faudrait que je te revienne, mais il n'y a quasiment pas personne, peut-être 4-5 personnes qui ont mentionné avoir rapporté la consommation de fentanyl, puis on avait peut-être le double ou le triple de détection dans l'urine. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont consommé sans l'avoir rapporté. Il reste 1 minute des poussières. Oui, il y a une question ici, Patricia. Probablement la dernière. Bonsoir tout le monde et félicitations pour cette présentation concernant les drogues et les narcotiques. J'ai une question, mais je ne pense pas si j'ai raté quelque chose. Et concernant les contre-effets, donc parmi tous les groupes, ça n'a pas été abordé et c'est un sujet essentiel. Les contrefaçons. Est-ce que ça a été exploré dans l'une de vos études?
La contrefaçon des stupéfiants, là? Les stupéfiants. Donc, l'absence de contrôle de qualité, Le fait qu'il y a des contrôles, et des contrôles stricts, des restrictions, fort souvent, les gens ont recours à des produits contrefaits. Donc, ce qui les expose davantage. Je voudrais savoir est-ce que ça a été exploré. Santé publique de Montréal. Moi, je vais donner un exemple de ce que j'appelle la pharmacothérapie de remplacement. Pour avoir fait un exercice de consultation avec des personnes qui avaient de la pharmacothérapie de remplacement, la majorité d'entre eux continuent à consommer du fentanyl. Fait que même si on dit on va leur donner, mais pour l'instant, c'est ça, si on leur donne une alternative, mais on n'a pas encore les couilles de donner la vraie alternative. C'est ça. Donc, le problème, il est là. Là, on donne de la pacotille, là. C'est comme si tu as besoin de morphine, puis on dit, prends 2 Tylenol. Oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent. Fait que c'est sûr que oui, OK, tu me donnes 500 de Cadian avec 8 Dilo-8, mais je vais aller vendre mes 8 Dilo-8, mais aller m'acheter du fentanyl. Il y a tellement de monde qui font ça. Donc, l'alternative légale... En Colombie-Britannique et Ontario, ils sont des cliniques de TAO injectables où les gens vont arriver 3 fois par jour pour recevoir une injection de fentanyl. Pourquoi on n'a pas fait la même chose ici? Je ne comprends pas, mais on a besoin de ça. C'est exactement ça. Tu donnes le Tylenol pour une dépendance de morphine. Ça fait aucun fucking sens. Juste en part. Merci pour toutes les présentations et pour votre attention tout au long de cette journée. Donc, avant de passer à la pause café, je vous rappelle que le vote pour le prix Coup de cœur du public demeure ouvert pendant 10 minutes aussi. Donc, s'il vous plaît, passez et donnez votre vote. Je vous invite aussi maintenant à profiter de cette pause café et à visiter aussi les kiosques. Puis, on reprend nos activités à 15h45 avec la table ronde Travail et santé quand les partenariats font la différence. À bientôt.